Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour un nouveau Actu du Geek où il y a plein de sujets comme d'habitude, hyper intéressants, vous allez voir. Des sujets un peu techniques, mais je vais vulgariser ça pour vous comme d'habitude. Et aussi, on va parler de jeux. Alors, on va parler de quoi? On va parler de jeux justement entre PlayStation et Xbox. Il y a des échanges comme ça qui arrivent. On va parler aussi de Halo Infinite parce que j'ai envie d'en parler. On va avoir des révélations probablement à l'E3 qui va venir. Mais je vais en parler de Halo Infinite et je veux dire ce que j'attends et ce que je pense. On va parler aussi de Intel Alder Lake, vous savez, la nouvelle architecture qui va arriver pour Intel pour les CPU. Et on a appris par exemple des choses sur le PCI Express 5.0. Et bien je vais détailler un petit peu ça et l'utilité du PCI Express 5.0. On va aussi parler de RTX 3070 Ti. On a eu quelques résultats, les premiers résultats. Et est-ce que le prix est justifié pour ce nouveau GPU, pour ces nouvelles cartes graphiques? Je vais aussi revenir rapidement sur le DLSS. Vous savez, j'ai fait ma dernière émission sur DLSS comparatif versus FSR AMD, donc versus DirectML Microsoft et TSR, le Unreal 5.0 qui va arriver avec ce mode de super résolution avancé. Je vais dire un petit point ou deux de détails dessus. On va également parler de iPad Pro mini LED. Et oui, je vous ai dit qu'il y avait plein de sujets. Et vous allez voir, le mini LED sur le iPad Pro est assez exceptionnel. Je vais dire pourquoi et on va en parler. Et on va parler pour finir de Samsung 3 nanomètres. Et oui, Samsung 3 nanomètres qui revient en force par rapport à TSMC avec en particulier une mémoire SRAM en 3 nanomètres. Et je vais en parler parce que c'est assez exceptionnel. A tout de suite. Alors commençons tout de suite par cet échange, on va dire, de bons procédés entre Xbox et PlayStation. Alors ça ne vient pas d'eux, hein, bien entendu, hein, ça vient de sociétés de jeux de développement externes. Bloober Team qui a fait The Medium, vous savez, j'ai joué à The Medium et je l'ai fini. Eh bien, le jeu qui était actuellement sur Xbox, sur le domaine Xbox, eh bien, va être transféré probablement sous le domaine de PlayStation, ça veut dire sous PS5. Donc c'est assez intéressant pour les joueurs de PlayStation et j'en suis fort heureux, je vous le dis en toute honnêteté, parce que j'aime les exclusivités, bien entendu, de PlayStation et les exclusivités de Xbox, mais je trouve que le monde du jeu devrait être le plus partagé possible entre toutes les consoles et le PC, et donc c'est tant mieux. D'ailleurs, il y a l'inverse qui va arriver aussi apparemment, puisque Oddworld Soulstorm risquerait de passer donc de l'univers de PlayStation à l'univers de Xbox. Là aussi, on a appris ça, donc à vérifier, à confirmer. Mais donc, vous voyez, c'est des échanges de bons procédés, on pourrait dire. Donc, c'est Microïd, hein, la société qui a développé Soulstorm. Et donc, c'est une société française, entre parenthèses, et donc, ça arriverait sur Xbox. C'est assez logique, puisque ces sociétés qui sont en dehors de PlayStation ou de Xbox ou de Nintendo, entre guillemets, vont pas se priver du plus grand nombre de joueurs. C'est normal, et ça me paraît assez sain, entre guillemets, pour tous les joueurs. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes intéressé par ces jeux, dites-moi ce que vous en pensez, bien entendu, en commentaire, mais moi, ça me fait assez plaisir. Alors oui, je voulais toucher un petit mot sur Halo Infinite. Vous savez que Microsoft Xbox va s'exprimer avec, en plus Bethesda va s'exprimer le 13 juin à 19 h à l'E3. Et il est fort probable qu'ils mettent, en tout cas Xbox, mettent en avant le Halo Infinite qui peut-être va arriver d'ailleurs en septembre. Donc ce jeu a subi une refonte assez complète. Rappelez-vous, l'accueil plutôt froid pour pas dire plus qu'il a reçu l'année dernière. Donc on va voir cette fois si c'est bon, si les joueurs Xbox sont contents de ce qu'ils vont voir. Mais je voudrais dire qu'il ne faut peut-être pas en attendre de trop quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, refonte il y a eu. Probablement que les graphismes seront quand même de meilleure facture. À voir, dites-moi également ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va avoir des graphismes améliorés, de qualité quand même un peu supérieure, qui vont, j'espère, nous hyper, mais ce ne sera pas le grand bouleversement qu'on peut attendre sur les futurs jeux next-gen qui vont venir dans le 1, 2 ou 3 ans. Et peut-être d'ailleurs sur les premières images de Starfield qui va arriver avec Bethesda. On verra d'ailleurs s'il y aura une présentation de ce jeu durant le E3, mais j'espère beaucoup sur ce jeu. Je risque peut-être d'être déçu d'ailleurs. Revenons rapidement sur la RTX 3070 Ti qui va bientôt arriver, enfin j'espère qu'on en verra la couleur, qui sera à 620 €, prix fondeur bien entendu, au lieu de 520 € pour sa petite sœur, la RTX 3070. Donc il y a eu un premier essai de fait qui est assez court, l'essai, c'est sur un seul jeu, mais apparemment je dis bien, elle serait de 9 à 10% supérieure à sa petite sœur en termes de puissance, pour un prix 16% supérieur. J'ai beaucoup entendu certaines personnes dire sur la RTX 3080 Ti en l'occurrence que c'était pas normal parce qu'elle était très chère, ce qui est vrai qu'elle est plus chère que ce que j'avais prévu plutôt 1000 €, mais n'oublions pas le gain de puissance assez formidable par rapport à la RTX 3080. Alors oui, 1200 €, on peut se dire quand même que c'est un peu cher, puisque certains ont dit d'ailleurs que ça ressemblait étrangement à la 2080 Ti de l'époque.
C'est certain, mais en même temps, vu les prix qu'il y a actuellement, c'est quand même une aubaine pour ceux qui voudraient une carte qui est quand même proche de la RTX 3090 qui était à 1500 €, je vous rappelle, sauf question VRAM où il y en a le double bien entendu. Mais je ne défends pas trop la RTX 3080 Ti, par contre la RTX 3070 Ti à 620 €, écoutez, je vous répète, 9 à 10% de puissance en plus pour 16% de prix en plus. Vu les prix actuels, si vous arrivez à en avoir une, ben vous serez quand même très chanceux et moi je vais essayer d'en avoir une à ce prix-là. Parlons maintenant du FSR AMD versus DLSS Nvidia versus le TSR de Unreal et bien entendu le DirectML. Donc je voudrais apporter 2 ou 3 précisions supplémentaires par rapport à ma précédente vidéo. La première, alors que j'en avais parlé souvent, c'est vrai, j'ai omis de parler quand même, et c'est important, de la Switch Pro. Et oui, la Switch Pro qui va probablement posséder une Tegra à intégrer avec le DLSS. Et oui, le DLSS va arriver dans toutes les Switch Pro. Donc ça change quand même un petit peu la donne, même si je me demande comment ils vont faire. C'est-à-dire que si c'est des jeux qui sont spécialisés Switch Pro, il n'y aura pas de problème. Les jeux pourront être développés avec le DLSS. Maintenant, si c'est des jeux qui sont également sur la Switch et qui sont sur d'autres plateformes, que vont faire les développeurs en l'occurrence? Est-ce que le DLSS est si facile que ça à activer? Je n'en sais rien, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont l'utiliser ou pas? Bien entendu, il y a des grandes chances qu'ils essayent de l'utiliser parce que pour passer en 4K, ça va être difficile sinon dans le cas contraire sur la Switch Pro. Mais ça va compliquer un peu la tâche des développeurs qui vont devoir jongler avec plusieurs systèmes. Ça compte dans la balance vis-à-vis du FSR de AMD. Un autre point important, quand j'ai parlé du DirectML de Microsoft, j'ai parlé uniquement du upscaling, mais le DirectML comporte bien entendu d'autres features, d'autres améliorations diverses et variées qui seront probablement utilisées. C'est important aussi de le préciser. Alors pourquoi je veux parler de l'iPad Pro et surtout de son mini LED? Eh bien parce que c'est assez intéressant, on a des chiffres qui sont assez intéressants et assez fabuleux sur ce mini LED qui possède quand même sur un écran de 12,9 pouces, je vous rappelle, hein, c'est le iPad Pro, ce n'est pas un téléviseur, 2596 zones de local dimming, c'est-à-dire 2596 zones d'éclairage indépendantes par 4 mini LED à chaque fois derrière chaque zone. Donc c'est assez intéressant parce que même si on n'est pas encore, bien entendu, sur un écran OLED avec chaque pixel contrôlé indépendamment, on arrive quand même à faire un blooming très contrôlé. Pour preuve, les essais qui ont été faits ont montré un noir quand même assez fabuleux en termes de contraste aussi. On peut monter en plus à 1600 nits ou candelas par mètre carré si vous préférez sur cet écran sur plus de 40% de la zone. C'est-à-dire c'est important aussi parce que souvent on entend parler de 1000 candelas par mètre carré, oui, mais sur combien de surface? C'est jamais la surface entière, c'est pas l'écran entier qui peut monter à 1000 candelas par mètre carré, sinon ce serait juste l'écran brûlerait carrément, hein. Ce serait une consommation énergétique énorme, donc c'est sur une partie de l'écran. Des zones par exemple, quelques zones qui vont pouvoir monter à 1000 candelas par mètre carré, c'est un exemple. Et donc souvent il y a des mesures qui sont faites. Airthings par exemple, vous pouvez regarder, il y a d'autres mesures qui sont faites sur d'autres sites où on vous donne le pourcentage, c'est-à-dire 1000 candelas par mètre carré sur 10% de l'écran. Si on passe à 20% de l'écran, on descend à 800 ou 600 candelas par mètre carré, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut regarder ces mesures et qu'il faut les comparer. Or, 1600 candelas par mètre carré, certes sur un petit écran, mais 40% de la surface, c'est quand même pas si mal que ça, c'est même excellent. Et sur l'ensemble de la dalle, c'est 600 candelas par mètre carré. Et donc ce iPad Pro qui coûte quand même la bagatelle de 1120 €, ce n'est pas rien, possède un écran qui est assez fabuleux, je dois le reconnaître, et en plus une puce M1 à l'intérieur, vous savez la puce ARM qu'a développé Apple. Venons-en maintenant à Samsung 3 nanomètres. Eh bien, ils ont réussi à sortir des mémoires en 3 nanomètres, des SRAM en 3 nanomètres. Quelle est la particularité de ces mémoires? C'est assez fabuleux quand même, vous allez voir, par rapport à du 7 nanomètres. Eh bien, c'est que ces mémoires sont alimentées à 0,23 volts au lieu de 1.2 volts. Et ça, c'est assez important, 1.2 ou 1.35 ou 1.5, même en mode boost. Hein, vous savez, quand on booste les mémoires en fréquence, eh bien, c'est quand même énorme en termes de dépenses énergétiques. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup moins de tension pour alimenter ces mémoires qui seront en plus rapides et plus efficaces. Ainsi, ils ont réussi à faire une mémoire de 32 gigaoctets sur 56 mm², c'est-à-dire 7 mm sur 8 mm. C'est juste quand même fabuleux. Donc, on peut mettre 80% de transistors en plus, la diminution de la surface est donc de 45%, on peut gagner 30% en puissance, ou, et c'est important le ou, hein, je repréciserai après, parce qu'il y en a qui disent et, non, c'est ou 50% en consommation d'énergie,
par rapport aux 7 nanomètres. C'est-à-dire que si vous augmentez la fréquence au maximum, vous pouvez gagner 30% de puissance par rapport aux 7 nanomètres avec le même design, le même nombre de transistors que si vous aviez une puce en 7 nanomètres. Vous passez de 7 nanomètres à 3 nanomètres, vous augmentez la fréquence parce que vous pouvez le faire et pour la même consommation d'énergie, vous avez 30% de puissance en plus. Ou alors, vous décidez de ne pas augmenter la fréquence, vous avez le même design, vous réduisez toujours pareil, même nombre de transistors, et dans ces cas-là, avec la même fréquence que ce que vous aviez en 7 nanomètres, vous gagnez 50% en termes de consommation, ce qui est quand même assez fabuleux. Bien entendu, vous pouvez faire un mixte des deux. Décider d'augmenter la puissance de 15% et gagner par exemple en consommation 25%. Et donc Samsung en 2022 va lancer sa production visiblement, en tout cas sur les mémoires, en 3 nanomètres. Donc vous voyez, ils ont rapidement avancé. Samsung qui était un peu largué, excusez-moi le terme, par TSMC, eh bien ils se sont bien rattrapés. Et ça c'est hyper important parce que la concurrence chez les fondeurs, c'est très important pour nous aussi. Ça permet de baisser les coûts, ça permet aussi que les fondeurs s'activent pour sortir plus de plaquettes et gagner plus de clients. On va maintenant passer à Alder Lake, Intel, à nouvelle architecture Alder Lake qui va arriver pour ses CPU. Et on a appris qu'ils ne seraient pas en PCI Express. Attention, ils seront en interne en PCI Express 5.0. Ils pourront d'ailleurs utiliser aussi de la DDR5. Mais par contre, le chipset qui va les accompagner, le chipset 600, lui ne sera qu'en PCI Express 4.0. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça d'abord parce que le coût, et oui, le coût des cartes mères risquerait d'exploser s'ils avaient passé à un chipset autre qui gérait en particulier le PCI Express 5.0. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs sur les X570 avant, rappelez-vous, qui gérait le PCI Express 4.0, et bien la carte mère avait explosé en coût par rapport aux anciennes cartes mères. Et donc Intel, par rapport à la concurrence de AMD, a voulu absolument éviter ça, donc ils ont fait un compromis. Mais est-ce que ce compromis est bon? Je vous explique. L'architecture Alder Lake va pouvoir communiquer par le PCI Express en 5.0 avec la carte graphique. Vous pourriez dire c'est très intéressant. Oui, sauf qu'il n'y a aucune carte graphique aujourd'hui en tout cas, et peut-être même demain, qui va saturer le PCI Express 5.0 en termes de transfert. On communique sur un bus de 16. Je vous rappelle que PCI Express 4.0 aujourd'hui c'est 2 Go par seconde pour un canal. Et vous avez jusqu'à 16 canaux possibles. Le PCI Express 4.0, 3.0 et bientôt le 5.0. Or, les cartes graphiques communiquent avec les 16 canaux. Donc, elles ont potentiellement, les cartes graphiques, 32 gigaoctets secondes à disposition de transfert. Et donc, il y a un essai qui a été fait avec une RTX 3080 et à l'époque, un AMD Ryzen qui étaient les seuls à l'époque à pouvoir gérer le PCI Express 4.0, je vous rappelle. Et donc, un essai a été fait pour voir si le débit saturait avec le PCI Express 4.0, 3.0 et avec un PCI Express 3.0 et seulement 8 canaux, c'est-à-dire que la moitié de disponible en termes de débit, eh bien il n'y a quasiment aucune différence. Vous le voyez sur les graphes qui sont là, et donc il n'y a aucune différence, ce qui veut dire qu'on ne sature pas avec les cartes graphiques actuellement le PCI Express 4.0. Donc le PCI Express 5.0, je pense, sera assez mineur pour les 2 années à venir, surtout si on utilise, comme toujours d'ailleurs, les 16 canaux disponibles du PCI Express 4.0. Par contre, là où il est très intéressant, le PCI Express 5.0, eh bien, c'est sur la partie DMI, où là, malheureusement, avec le chipset 600, on ne sera qu'en 4.0 sur les cartes mères qui vont gérer le Alder Lake. Et pourquoi je dis que c'est intéressant? Ben parce que le SSD et les SSD NVMe M.2, eh bien, eux ont du débit et ils n'utilisent que 4 canaux actuellement, que 4 canaux du PCI Express 4.0. Ce qui fait qu'ils ont le PCI Express 4.0, 2 GB seconde par canal, je vous rappelle, ça fait donc 8 GB au maximum de débit. Eh bien, on n'en est pas si loin que ça. Les meilleurs sont actuellement Freeze les 7 GB seconde en lecture. Ce qui veut dire qu'on va très vite atteindre le maximum disponible pour le PCI Express 4.0. Donc d'ici 2 ans, par exemple, avec l'Alder Lake en l'occurrence qui sera distribué, et bien là, oui, les SSD pourraient dépasser cette valeur, c'est-à-dire finalement avoir un débit réduit à cause du PCI Express 4.0 et non pas de leur propre débit. Donc on va voir ce que va faire la concurrence, on va voir s'il n'y a pas aussi des moyens détournés pour les SSD de contourner ça, par exemple en multipliant les canaux de lecture et d'écriture, ce qui permettrait bien entendu d'utiliser plus de canaux du PCI Express 4.0, donc d'avoir un plus grand débit possible, mais tout ceci aura un coût bien entendu sur les cartes mères. Voilà, c'était quelques petits détails techniques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à amener vos propres précisions, parce que bien entendu, j'ai plein de spécialistes sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous êtes de passage, que vous avez vu quelques-unes de mes vidéos et que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir.
Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!